15 heures, c'est l'heure de votre journal. Madame, Monsieur, bonjour. Tout de suite, les titres de cette édition. A eu lieu ce jeudi la cérémonie du lancement de la phase pilote du programme Moustique Allié de Djibouti dans le cadre du programme national de la lutte contre le moustique. Vous entendrez le Premier ministre dans ce journal. Et le président kenyan William Ruto a été accueilli par son homologue américain à la Maison-Blanche. Cette visite d'État de 3 jours a commencé par une réunion avec les dirigeants du secteur technologique et des chefs d'entreprise. Le président Nguélé exprime ses chaleureuses félicitations au peuple frère yéménite. Le chef de l'État a formé l'espoir d'un prompt retour de la concorde nationale au Yémen, pays frère qui a célébré hier l'anniversaire de son unité. Ce vœu du chef de l'État est intervenu dans un télégramme de félicitations adressé au président yéménite Rachad Mohamed Al-Halimi. Le peuple et le gouvernement de Djibouti s'associent à moi pour manifester leur sympathie et fraternité à la nation sœur yéménite, a écrit le président de la République, réitérant l'attachement de notre pays à la paix, à la stabilité, à l'unité et à l'indivisibilité du Yémen. Je vous le disais à l'instant, sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministère de la Santé a procédé ce matin au Palais du Peuple à la cérémonie du lancement de la phase pilote du programme Moustique Allié de Djibouti dans le cadre du programme national de la lutte contre le moustique. La République de Djibouti, considérant que les maladies vectorielles sont un problème majeur de santé publique, a initié depuis 2021 le développement du programme Moustique Allié de Djibouti en collaboration avec la société de biotechnologie Oxitec. Il s'agit dans ce programme de développer un nouvel outil innovant dans la lutte contre les vecteurs du paludisme et de la dengue notamment. Cette technologie, utilisant le principe GenDrive, intervient dans le cycle de reproduction du moustique en bloquant la génération de moustiques femelles responsables de la transmission des maladies. La cérémonie de lancement a réuni, entre autres, le ministre de la Santé, des membres du gouvernement, des parlementaires, des représentants des corps diplomatiques à Djibouti et des systèmes des Nations Unies, ainsi que les techniciens du programme Moustique Allié de Djibouti. À cette occasion, les partis en charge du programme ont fait l'exposé d'un rapport sur ce programme dans son ensemble pour donner des éclaircissements aux participants. Enfin, les perspectives. Là, Monsieur le Premier ministre, Excellence, nous parlons de phase pilote, c'est le lancement. Cela va se dérouler à partir de cet après-midi à Ambouli. Ça passera sur plusieurs semaines. Ça permettra de connaître comment se comporte le moustique allié. Et dans une seconde phase, il y aura une étape de lâchage où nous aurons un effet autolimitant et on comparera l'endroit où on a lâché le moustique à un endroit où on n'a pas lâché. Ça permettra de montrer d'objectiver l'efficacité de la méthode. Une unité de production. La République de Djibouti a octroyé au programme un terrain de 5000 m². Une unité de production va être construite par Oxitec. Et nous, à côté, nous ambitionnons d'installer un centre de recherche et de formation en entomologie. Je l'ai dit ici, si les partenaires sont là, nous sommes disposés à partager avec eux la note conceptuelle. Le déploiement opérationnel, que ce soit sur le Stefansi ou les ADS, est Inch'Allah prévu pour 2025. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa, s'est dit réjoui du lancement de ce programme qui devrait être, a-t-il dit, une solution adéquate pour éradiquer le paludisme. Nous l'écoutons. Le Premier ministre, distingués invités, au niveau mondial, le paludisme est une maladie mortelle sévissant dans un certain nombre de pays, notamment dans la région d'Afrique, où elle est devenue un problème de santé publique. Les cas des personnes atteintes par le paludisme augmentent année après année. En 2022, il y a eu 249 000 cas de paludisme dans le monde, soit 16 millions de plus que 233 millions enregistrés avant la pandémie 2019. Il est sans équivoque que cette maladie a un impact significatif sur l'économie nationale à travers les arrêts maladie occasionnés par le paludisme. En outre, la réponse mondiale s'est heurtée à plusieurs obstacles, tels que la résistance de médicaments et aux insecticides, les crises alimentaires, les manques de moyens et les retards pris dans la mise en œuvre de programmes, etc.
Par ailleurs, une des plus grandes menaces dans la lutte contre le paludisme est les changements climatiques. Les rapports sur le paludisme dans le monde en 2023, publiés par l'OMS, montrent la corrélation entre le changement climatique et le paludisme. Le changement climatique constitue de nos jours un défi majeur pour l'humanité. On assiste à une forme de dérèglement du mécanisme du climat et cela est inquiétant. Les conséquences de ces dérèglements climatiques, nous les vivons au quotidien et entraînent la prolifération des moustiques porteurs du paludisme. Nous constatons, juste après les inondations, une multiplication des cas du paludisme. La hausse des températures, les précipitations et l'humidité peut entraîner une multiplication des cas du paludisme dans les régions de haute altitude, favorisant une augmentation de la transmission dans les régions qui jusqu'alors n'étaient pas exposées. De son côté, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rableh, a aussi félicité des efforts louables entrepris par son département pour lutter contre le paludisme. On l'écoute. Depuis plus de 10 ans, le paludisme constitue un problème de santé publique à Djibouti. En 2012, comme ça a été dit, au moment où le pays allait être inscrit à l'agenda des pays à la phase de préélimination du paludisme, une résurrection manifeste des cas a été notifiée depuis 2013 jusqu'à maintenant. En effet, le cas du paludisme est passé de 27 cas en 2012 à 40 628 cas en 2022. Cela revient à une augmentation de plus de 100% des cas sur une période de 10 ans. Cette augmentation excessive de cas de paludisme coïncide avec l'invasion et l'expansion excessive de l'Anophèle stevensis dont le polymorphisme est bien adapté aux conditions climatiques et environnementales de Djibouti-Ville. Suite aux interventions combinées de lutte antivectorielle associée à une prise en charge correcte des cas dans les structures de santé, les cas de paludisme diminuent progressivement d'une année à une autre. Ainsi, de 2020 à 2023, le cas de paludisme, comme vous l'avez vu lors de le graphique qui a été exposé, à 73 535 cas à 38 846 cas. Les interventions de lutte antivectorielle mises en œuvre à Djibouti ont certes un impact sur la réduction des cas de paludisme, mais comportent des limites pour permettre l'élimination du paludisme. Et clôturant la série des interventions, le Premier ministre a indiqué que cette nouvelle façon de lutter contre le paludisme est un moyen pour atteindre notre objectif. Le Premier ministre. Mesdames et messieurs, souvenez-vous que Djibouti avait réussi, grâce à un programme de lutte intégré à limiter l'impact au point de parvenir en 2012 à une phase de préqualification et à l'élimination du palu conformément aux critères de l'OMS. Djibouti était alors considéré comme parmi les pays qui s'est targué d'avoir un tel résultat. Cette dernière décennie, le fléchissement de l'implication des communautés dans les actions sanitaires, l'insuffisance de la coordination des actions des différents secteurs, des comportements favorables, l'intensification de la transmission des menaces telles que la résistance des vecteurs contre les insecticides ont sérieusement affaibli le combat mené contre le palu. L'émergence d'un nouveau vecteur, l'Anophèle stevensis, a pour sa part complètement menacé les succès acquis durant les années de combat acharné. Mesdames et messieurs, la volonté politique du gouvernement à combattre ce fléau n'a jamais reculé. Face à ce constat, il a vite mesuré la nécessité absolue de trouver une approche innovante et fiable en capacité de limiter la diffusion de ce vecteur pour protéger la population contre la recrudescence des cas du palu au-delà des interventions traditionnelles
telles que la pulvérisation spatiale et la neutralisation des gîtes larvaires. C'est dans cette perspective et en quête de l'adoption de meilleures politiques et stratégies de lutte contre le paludisme que notre pays s'est lancé avec la société Oxitec, une biotech installée à Oxford, au Royaume-Uni, spécialisée dans le développement des solutions biologiques dans la lutte contre les différents vecteurs. Ainsi, Moustique Allié de Djibouti sera, j'espère, si Dieu le veut, une technologie qui va directement intervenir en amont dans la reproduction du moustique, contrairement aux interventions traditionnelles se focalisant sur le contrôle des moustiques adultes ou la destruction des larves. Les équipes djiboutiennes sont déjà à l'œuvre et formées sur toutes les phases du programme d'insertion du gène, des limitations et l'ensemble du processus se fera à Djibouti de la construction du laboratoire dédié à cet effet. Dans l'actualité également, une importante délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Saïd Hassan, qui est également le président du Comité national de lutte contre le terrorisme, s'est rendu lundi au Bahreïn, pour participer à la 38e session du groupe d'action financière GAFI. Membre depuis 2018 au groupe d'action financière de lutte contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, notre pays, dans le cadre de son évaluation mutuelle, avait reçu du 18 février au 7 mars 2024 les experts du GAFI pour une visite sur place. La République de Djibouti, qui a reçu le premier draft du rapport de l'évaluation mutuelle le 4 mai dernier, participe à cet événement d'une importance particulière avant la restitution des commentaires prévus pour le 3 juin 2024. Et les travaux de l'Assemblée générale de la 38e session du GAFI ont été conclus par le rapport d'activité de l'organisation durant l'année passée, l'adoption du rapport de l'audit des comptes de MENAFAT et l'adoption du budget après cette revue des outils d'organisation et de fonctionnement de l'organisation du groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. L'Assemblée plénière a adopté le rapport sur l'évaluation mutuelle de l'Irak. Autre information, une importante délégation conduite par le ministre du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, a participé au lancement du dialogue sur la mobilité de la main-d'œuvre entre l'Afrique, les pays du CCG, plus le Liban et la Jordanie, qui s'est tenu à Doha, au Qatar, du 21 au 22 mai. Cet événement historique, intitulé le dialogue de Doha, s'inscrit dans le cadre d'un accord entre le Qatar et l'Union africaine visant à établir un mécanisme consultatif entre les pays africains et ceux du Golfe. Ce dialogue a pour objectif de mettre en place les meilleures pratiques pour renforcer la coopération régionale et les partenariats, améliorer le recrutement de la main-d'œuvre africaine et promouvoir une mobilité équitable entre les régions. Eh bien, à cette occasion, les ministres du Travail des deux parties ont unanimement souligné la pertinence de cette réunion qui intervient à un moment crucial en raison des nombreux défis tels que le changement climatique et les transformations économiques affectant les marchés de l'emploi et la mobilité de la main-d'œuvre. Ils ont souligné l'urgence d'améliorer la gestion de la mobilité des travailleurs expatriés et des contrats de travail tout en promouvant des opportunités d'emploi équitables. En marge du dialogue de Doha, le ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, s'est entretenu avec son homologue qatari, une opportunité saisie pour approfondir les relations bilatérales entre les deux pays. Au cours de cette rencontre, les deux ministres ont exploré en détail diverses façons de renforcer les liens déjà solides dans le domaine de l'emploi. Écoutons un extrait du discours du ministre du Travail. Le dialogue de Doha est une initiative opportune et bienvenue. Il offre une plateforme pour un dialogue ouvert et constructif sur la question liée à la mobilité de la main-d'œuvre entre l'Afrique, le Conseil de coopération du Golfe, la Jordanie et le Liban, et vise à partager de meilleures pratiques et renforcer de coopération entre nos pays ici présents. La mobilité de la main-d'œuvre est un moteur essentiel de la croissance économique et du développement social. Elle offre aux travailleurs la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences, d'améliorer leur niveau de vie et de contribuer au développement de leur pays d'origine. Compte tenu de la proximité géographique des pays du Golfe avec certains pays de l'Afrique,
Il est crucial d'instaurer un dialogue interrégional sur la migration de la main-d'œuvre et d'autres questions thématiques connexes afin d'approfondir la coopération et le partenariat. Aujourd'hui, face à ces phénomènes grandissants, nous devons affirmer notre engagement collectif envers l'amélioration de la gouvernance de la migration, de la main-d'œuvre et du cycle du travail contractuel, ainsi qu'en faveur d'un emploi éthique et équitable des travailleurs africains vers les pays du Conseil de coopération du Golfe, la Jordanie et le Liban. Ce but commun sera atteint grâce à l'adhésion au principe de respect mutuel, de partenariat et de responsabilités partagées, ainsi qu'au cadre politique relatif au travail et à une gestion efficace de la mobilité de la main-d'œuvre. À travers la consolidation de la collaboration et de la coopération, nous examinerons les mécanismes de recrutement existants pour assurer des pratiques éthiques et équitables et pour protéger tous les travailleurs migrants afin de garantir un travail décent. La mise en place d'un environnement propice à l'amélioration des données et des recherches sur la mobilité entre l'Afrique et le Conseil est primordiale. Une telle initiative permettra de mieux comprendre et analyser les mouvements migratoires et d'y apporter des réponses adéquates conformément aux intérêts des pays d'origine et d'accueil. La reconnaissance des qualifications et des compétences est un autre défi majeur. Les travailleurs migrants doivent pouvoir faire reconnaître leurs qualifications et leurs compétences dans les pays d'accueil afin de pouvoir accéder à des emplois décents et contribuer pleinement au développement de ces pays. Il serait souhaitable d'impliquer les instances régionales comme l'IGAD dont la présidence est actuellement assurée par Djibouti dans la mise en œuvre de cette initiative. Cela permettrait une meilleure coordination et une représentation adéquate des intérêts régionaux. Notre succès repose, en effet, sur notre capacité collective à aborder les challenges posés par la migration de la main-d'œuvre. Je réitère mes remerciements et félicite les organisateurs et le leadership du Qatar et souhaite plein succès à nos travaux. Retour à Djibouti, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Ouloufa Ismaël Abdo, a reçu hier le directeur général de l'Agence nationale pour les personnes handicapées, Ndouale Saïd Mahmoud. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de reconnaissance et de collaboration accrue entre les deux institutions. Le directeur général de l'agence a exprimé sa gratitude envers la ministre des Affaires sociales pour le récent recrutement de 6 jeunes en situation de handicap au sein des différents services de son département. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique initiée par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, visant à offrir une seconde chance aux personnes handicapées et à favoriser leur pleine intégration dans la société. Il a exprimé son espoir que ce type de mesures contribue à changer les perceptions et à promouvoir une société plus inclusive et équitable. En réponse, la ministre a exprimé sa gratitude envers le directeur général de la NPH, louant également l'initiative du président de la République. Elle a souligné l'importance de donner une chance à tous et particulièrement aux personnes handicapées. Puissent intégrer la société. Et je remercie encore les directeurs de l'agence pour son travail digne en son nom et ainsi qu'à ses équipes. Moi, étant une personne jeune handicapée, j'ai bénéficié déjà de l'aide de l'État, du ministère des Affaires sociales, des bourses depuis mon lycée et après l'université également. Et lorsque j'ai réussi mon licence, Madame la ministre Ouloufa, que je remercie et que j'apprécie ses bienfaits, elle m'a soutenu, elle m'a signé le contrat. Et depuis, je travaille, je gagne ma vie, alhamdoulilah. Et enfin, je remercie toujours les chefs de l'État, le président, notre président. Enfin, j'ai eu, après la décision, une longue décision, on va dire, que je suis fonctionnaire et je suis très content. Prenons la parole, le directeur général de la NPH a donc remercié la ministre des Affaires sociales. Il a exprimé son espoir que ce type de mesures contribue à changer les perceptions et à promouvoir une société plus inclusive et équitable. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique initiée par le chef de l'État,
offrir une seconde chance aux personnes handicapées à favoriser leur pleine intégration dans la société. Et pour sa part, la ministre des Affaires sociales a réitéré son engagement à soutenir l'agence et à garantir que les nouvelles recrues se sentent pleinement intégrées dans leur environnement professionnel. On l'écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Douale, directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour justement tous les efforts et professionnels, mais également très personnels que vous mettez en avant justement pour l'insertion, pas seulement le soutien et l'accompagnement des personnes handicapées, mais également aujourd'hui, selon la vision du chef de l'État et conformément à sa volonté de créer une société inclusive pour tout le monde, d'insérer ces personnes handicapées dans la société. Et c'est des personnes à qui la société appartient autant que les autres. Et la solidarité donc, qui nous représente tous, qui représente également les principes de l'islam. Aujourd'hui, c'est les principes également qui sont promus dans la Constitution de la République, mais également dans la vision éclairée du chef de l'État, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh. Cette solidarité, aujourd'hui, elle se traduit par rapport à l'action et à la volonté du chef de l'État de donner, malgré les difficultés au niveau de recrutement dans la fonction publique, la chance, ce qu'on appelle une discrimination mais positive, la chance à 150 personnes jeunes handicapées à s'insérer dans la vie active, parce que ces personnes peuvent apporter quelque chose, comme le directeur l'a si bien dit. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, ils ont beaucoup de choses à apporter à la société. Aujourd'hui, nous nous félicitons et nous remercions vraiment cette vision du chef de l'État qui nous apporte à nous tous vraiment non seulement une leçon, mais une leçon de vie qui est vraiment très parlante et qui nécessite également de notre part de mettre également des efforts, de faire des efforts également supplémentaires pour venir compléter l'action du chef de l'État. Et comme le directeur l'a dit, la responsabilité, elle nous appartient à tous, mais également, elle dépend de comment les responsabilités, elles sont prises et jusqu'à quelle hauteur peuvent concerner les responsables. Aujourd'hui, ce serait vous donc, qui allez s'insérer dans la vie active, à qui nous allons apporter un transfert monétaire via D-Money, donc notre partenaire public, via lequel nous allons pendant 3 mois, en partenariat bien sûr avec la NPH, verser des primes de transport le temps justement que votre décision soit signée. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités inclut dans ses politiques sociales et spécifiquement dans notre nouvelle stratégie qui est passée hier en Conseil des ministres, une grande part pour les personnes non seulement handicapées, mais également à besoins spéciaux. Je vous remercie. Et par la suite, c'est le secrétaire d'État chargé des sports qui a accueilli ce matin le directeur général de la NPH, le directeur donc, de l'Agence nationale pour les personnes handicapées, Douale Saïd Mahmoud. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de reconnaissance et de collaboration accrue entre les deux institutions. Le directeur général de l'agence a exprimé sa gratitude envers le secrétaire d'État pour le récent recrutement de 5 jeunes en situation de handicap au sein des différents services de son département. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique initiée par le chef de l'État visant à offrir une seconde chance aux personnes handicapées et à favoriser leur intégration dans la société. Il a exprimé son espoir que ce type de mesures contribue à changer les perceptions et à promouvoir une société inclusive et équitable. En réponse, le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamel, a exprimé sa gratitude envers le directeur général de la NPH, louant également l'initiative du chef de l'État. Et il a réitéré, le ministre a réitéré son engagement à soutenir l'agence et à garantir que les nouvelles recrues se sont pleinement intégrées dans leur environnement professionnel. On l'écoute. Poursuivant donc son intervention, le ministre en charge des sports a souligné l'importance de donner une chance à tous et surtout donc aux personnes vivant avec handicap. Également dans l'actualité, le diplomatie donc à présent, au cours d'une cérémonie officielle qui a eu lieu au palais
Amani de la République des Philippines. M. Ibrahim Beledou Ali a présenté hier ses lettres de créance au président de la République des Philippines, l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République des Philippines. Lors de son entretien, l'ambassadeur a transmis les salutations ainsi que les vœux de santé et de prospérité au président de la République, donc au président Marcos. Le président de la République des Philippines a donc à son tour souhaité la bienvenue à l'ambassadeur et lui a demandé de transmettre à son tour ses chaleureuses salutations et son amitié au président de la République. Autre information, l'INAP a procédé ce matin à la cérémonie de clôture de la seconde promotion de gestion et management des organisations publiques. Un programme efficace pour le renforcement des compétences des participants à l'administration publique, des formations cruciales pour atteindre les objectifs de développement ambitieux du pays. Ont participé à cette cérémonie de clôture, outre le directeur général de l'INAP, Shalmake Idriss, la directrice générale de l'IRA, de Lille, première conseillère de l'ambassade de France, et le secrétaire général du ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Abdallah Ali Mohamed. Les responsables ont pris la parole à tour de rôle et ils ont unanimement souligné l'importance que revêt cette formation dans le développement d'un socle solide de cadres formés en gestion de projets, en suivi, en évaluation. D'être ici ce matin avec vous pour la 3e fois. J'ai en effet suivi le parcours de la première promotion l'année dernière et je trouvais que ce programme était tellement intéressant que j'avais envie de m'impliquer et de venir vous rejoindre le plus régulièrement. Je félicite donc les auditeurs de cette seconde promotion GEMOP qui ont su mettre tout leur savoir et leur engagement dans la mise en œuvre de projets qui contribueront à la transformation de l'administration djiboutienne dans leurs ministères respectifs. Madame la directrice de l'IRA de Lille m'a cité quelques-uns de vos projets et ils sont en effet très très intéressants. Beaucoup portent de ce que j'ai entendu sur la déconcentration de l'administration et je trouve donc ça passionnant. Et enfin, un aspect essentiel pour moi, vous vous en doutez, c'est que la parité femmes-hommes dans les institutions, qui est un enjeu commun à Djibouti et la France, est ici illustrée grâce à ces 2 promotions. Et j'en suis très contente. Écoutons à présent un extrait du discours du directeur général de l'INAP lors de cette cérémonie. Aujourd'hui, on est avec les GEMOP 2. Je voudrais vous dire également grand bravo. J'ai vu des notes de 19,25. Je vous regarde, Madame Noal. Madame la première conseillère de l'ambassade de France, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour vos efforts constants visant à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre nos 2 pays à travers divers programmes de soutien au développement. Je voudrais également rendre un hommage appuyé à mon amie aujourd'hui, Cécile, qui me regarde, qui n'a pas hésité de me dire « D'accord, j'ai remarqué, je viens à Djibouti, alors que je sais que tu es vraiment débordé. Tu as accepté dans cette belle aventure transformatrice de notre administration. » Il nous faut vraiment reformer cette administration publique et c'est en investissant dans l'éducation et la formation de nos cadres que nous posons les bases d'une administration moderne, cher Mohamed, et efficace tournée vers le développement durable de notre nation. Alors, cette première promotion, ça a été un peu notre promotion pionnière. Et grâce à son implication, grâce à son travail, et je dirais surtout grâce à son audace, a fait que ce cycle est bénéfique pour l'administration djiboutienne et au final pour tous vos concitoyens djiboutiennes et djiboutiens. Et on assure aussi la formation professionnelle continue d'environ 3000 fonctionnaires par an. Donc on a 3000 cadres de l'administration qui viennent se former tous les ans à l'IRA. Et voici à présent le mot du secrétaire général du ministère du Travail. Le succès de la première promotion de cadres formés dans le cadre du programme GEMOP en partenariat avec l'IRA de Lille est une étape significative dans la transformation de notre ressource humaine. 2 auditeurs ont été nommés à des postes de direction, témoignant ainsi de la reconnaissance de leurs compétences acquises. Le ministre du Travail a activement encouragé ses collègues des autres départements
à nommer les auditeurs GEMOP à des postes de responsabilité, assurant ainsi une utilisation optimale de leurs compétences dans divers secteurs de l'administration publique. Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude à l'équipe de coordination pédagogique du programme pour leur travail acharné. À cette occasion, je renouvelle mes remerciements à l'ambassade de France pour son appui indéfectible. La 17e promotion du stage international de perfectionnement enquêteur a clôturé hier la session qui a débuté le 14 avril 2024 autour d'une cérémonie riche en couleurs, co-présidée par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale par intérim, le colonel Ali Mohamed Rableh, et le substitut du procureur général, M. Ibrahim Hussein Ouass. L'événement qui s'est déroulé à l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire a été marqué par la présence du préfet d'Arta, le président du conseil régional, le directeur général de la police nationale, l'attaché à la sécurité intérieure auprès de l'ambassade de France, l'attaché donc de défense auprès de l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti, la coordinatrice de la cellule d'écoute de l'UNFD, ainsi que plusieurs officiers supérieurs de la gendarmerie. Et à l'issue de 6 semaines d'une formation intense sur les techniques modernes d'enquête, la 17e promotion composée de 17 stagiaires issus de 13 pays dont Djibouti, Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo-Brazzaville, le Togo, la Guinée-Conakry, la Guinée équatoriale, le Tchad, le Comore et le Madagascar. Et pour la première fois, l'Ouganda et la Tunisie est désormais prête à mener des investigations complexes alliant technique et méthodologie. Après les discours des officiels, les stagiaires ont reçu leur parchemin et insigne de l'école des mains des officiels. La présidente de la promotion a commencé son discours par les vifs remerciements de la promotion à l'endroit du gouvernement djiboutien pour son accueil et la qualité de la formation reçue à l'école. C'est avec une grande émotion que je me tiens devant vous en ce moment solennel de la fin de notre stage de formation. Ce moment est l'aboutissement de 6 semaines d'apprentissage, de partage et de développement professionnel allant du 14 avril au 23 mai 2024. On se rappelle encore de notre premier jour de l'envie de découvrir Djibouti et d'apprendre. Aujourd'hui, ces sentiments se transforment en fierté et gratitude. Cette formation a regroupé 17 participants venus de 12 pays différents, à savoir le Congo-Brazzaville, le Tchad, le Gabon, le Togo, l'Ouganda, la Tunisie, les îles Comores, Madagascar, de la Guinée équatoriale, de la Guinée-Conakry, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de Djibouti. Elle a commencé par les cours de déontologie, la méthodologie et l'organisation d'enquête, des notions élémentaires de la police technique et scientifique, le compte rendu aux magistrats, la gestion d'une scène de crime, les scellés, les réquisitions judiciaires, les planches photographiques, croquis des lieux, les rapports et procès-verbaux de transport sur les lieux, constatations et mesures prises. Les autres semaines de cours ont également porté sur les concepts clés relatifs à la police judiciaire, suivi de cas pratiques, entre parenthèses, découverte de cadavres. Nous voici au terme de nos stages. J'avoue que vous allez me manquer, car nous avons partagé des moments précieux malgré nos différences culturelles et religieuses. Dire adieu à une personne, c'est perdre une partie de soi-même. Le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Rayad, directeur de l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, a de son côté rappelé le sérieux de la formation dispensée, fruit de la politique visionnaire du chef de l'État et chef suprême des armées qui a bien voulu unifier les pays frères et amis de l'Afrique et de l'océan Indien. C'est pour moi et pour l'ensemble de l'encadrement de l'EI3PJ un réel plaisir
de vous avoir ici malgré vos agendas chargés. L'école internationale a aujourd'hui 5 années d'existence. Il a été inauguré le 19 mars 2019 par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed, ainsi que l'ensemble du gouvernement qui l'accompagnait et l'ambassadeur de France accrédité à Djibouti. De prime abord, ici, je voulais saluer les stagiaires qui sont les ambassadeurs de leur pays et plus particulièrement saluer les stagiaires de la République de l'Ouganda et celui de la Tunisie, d'être la bienvenue à Djibouti sur cette terre d'échange et de rencontres. Si je peux me permettre de faire le bilan de l'EI3PJ, au tout début, au moment où l'école allait être inaugurée, il y a eu beaucoup d'engouement et beaucoup de pression. Donc, je crois que l'ensemble de l'encadrement de l'EI3PJ, je pense particulièrement aux instructeurs, ils ont été à la hauteur de toutes les espérances attendues. Je voudrais ici placer quelques remerciements. Si tous ces stagiaires sont présents sur le sol djiboutien, c'est grâce au président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, chef suprême des armées et président en exercice de l'IGAD, de rapprocher les nations africaines et de se former ici à Djibouti. Sans oublier les organismes nationaux et internationaux, je pense à l'Union nationale des femmes djiboutiennes d'avoir dispensé les violences basées sur le genre, la Banque centrale de Djibouti pour tout ce qui concerne la criminalité organisée et la délinquance financière. Je pense aussi à l'UNICEF sur la protection de l'enfant, l'OIM sur la mobilité humaine. Et sur ce, je vous remercie. Et enfin, le substitut du procureur général Ibrahim Hussein Ouass est lui aussi revenu sur la réussite de l'école qui fait désormais partie des références en matière de police judiciaire dans le continent. On l'écoute. J'ai l'immense plaisir d'assister aujourd'hui avec vous à la cérémonie de clôture de stage de perfectionnement enquêteur qui a été dispensée du 14 avril 2024 au 21 mai 2024 au centre d'instruction Cheikh Moussa du PK23, l'EI3PJ. En effet, l'école internationale de perfectionnement à la fonction de la police judiciaire a accueilli un stage de perfectionnement enquêteur regroupant 17 pays amis, dont 12 ressortissants de pays amis et 5 nationaux. Le thème exercé était l'enlèvement et la séquestration suivie de meurtre. C'est une scène de crime importante et qui commence par d'abord les auditions, les perquisitions et toute la méthodologie qui a été enseignée et dispensée par les professionnels de cette école. Vu la croissance des enquêtes criminelles, ils ont été formés durant 5 semaines pour les auditions, investigations criminelles et dans le but de constituer un bon et solide dossier exploitable pour les juges et les procureurs, ainsi que les qualifications adéquates. Le sérieux et la rigueur de ces institutions, temple de la police judiciaire, se fait connaître dans l'Hexagone. L'objectif de cette école internationale est de répondre aux besoins d'améliorer la capacité d'investigation judiciaire des enquêteurs dans la pratique de la police judiciaire. Ainsi, cette école a démontré un savoir-faire de qualité. J'espère que les stagiaires ici aujourd'hui présents feront un bon profit de mettre en profit d'abord les connaissances acquises durant ces 5 semaines dans leur pays respectifs. Et je vous souhaite d'abord, je ne manquerai pas aussi de féliciter les formateurs de cette formation
qui ont avec professionnalisme transmis leur savoir-faire dans ce domaine. Et je ne manquerai pas aussi, pour terminer, de vous souhaiter un bon retour dans vos pays respectifs. Et à l'international, le président kényan William Ruto a été accueilli par son homologue américain Joe Biden à la Maison-Blanche. Cette visite d'État de 3 jours a commencé par une réunion avec les dirigeants du secteur technologique et des chefs d'entreprise. Le chef d'État américain a notamment souligné la longévité de la relation diplomatique entre les États-Unis et le Kenya. Les États-Unis devraient, à l'issue de cette visite d'État, désigner le Kenya comme un allié majeur non membre de l'OTAN. Et le Kenya serait le premier pays d'Afrique subsaharienne à recevoir cette désignation qui symbolise la volonté de Washington d'approfondir ses relations stratégiques avec le pays. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.